Merci et bienvenue. Merci et bienvenue à tout le monde euh, dans notre session des Cardano Fund Community de, de l'Afrique et d'ailleurs. J'espère que vous nous suivez bien de partout, de la République démocratique du Congo en Côte d'Ivoire en passant par la Burkina Faso. Je vois ici Yves, quelques membres de la communauté de Goma en République démocratique du Congo et d'autres de Bobo Dialosso, si je l'ai dit bien, et un peu partout en Burkina Faso, chez Ibrahim Traoré, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, on essaie ici de traiter des sujets un peu dynamiques et qui répondent plus principalement à nos problèmes. euh, et d'une manière générale, pour ne pas parler seulement du socio-économique. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre Nico Kam, s'il est prêt, pour nous faire un peu les overviews de la réunion passée, nous dire ce qui s'est passé la fois passée, afin que nous puissions voir par quoi nous allons commencer aujourd'hui et entamer les discussions. Nico, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Boaz, pour la parole. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. On me reçoit? D'accord. Alors, je vais de ce pas vous livrer un peu le résumé de la session du samedi 31 mai, qui s'est déroulée à la même heure, comme vous le savez très bien, et d'autant plus que ce sont des sessions hebdomadaires que nous organisons. Alors, il faut dire que les animateurs ont été bien évidemment j'ai dit mademoiselle, excusez-moi, madame Laurentine Diassa, et qui est la responsable de Incuba E, et monsieur Boaz, qui est le responsable de Goma E, et bien d'autres participants venant des divers pays francophones, notamment le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, et voilà. Alors, la réunion a débuté par une introduction et qui a un peu présenté, voilà, la blockchain de Cardano et elle a été présentée par Madame Diassa. Voilà. Et elle n'a pas manqué de rappeler les différents objectifs de la rencontre qui est de s'éduquer mutuellement, comprendre et apporter des changements concrets en Afrique grâce à la technologie blockchain. Elle a également souligné que le groupe constituait un pilier phare de la communauté blockchain de Cardano en Afrique, précisément en Afrique francophone, avec pour intérêt particulier qu'on puisse dépasser les simples investissements en crypto-monnaie. Voilà. Et une présentation rapide de la blockchain a été faite, la définissant comme un carnet numérique que tout le monde peut consulter, que personne ne peut effacer et sur lequel tout le monde s'accorde. Les cas d'usage présentés incluaient la finance, les chaînes d'approvisionnement, la gouvernance, la santé, les actifs numériques et les systèmes de vote. Alors, après l'introduction et la présentation de la blockchain de Cardano, il a été question, voilà, de partager un peu les expériences des différents participants, les expériences que chacun, voilà, a pu avoir en étant membre actif, voilà, de la blockchain de Cardano et comment est-ce que chacun a pu participer, voilà, à la gouvernance de cette blockchain-là. Et pour ce faire, on a eu l'intervention de Monsieur Olivier, qui est de Goma, la RDC. Alors, et Monsieur Olivier a rappelé qu'il est membre actif depuis 2021 et il a essayé de partager son expérience en tant que euh, réviseur communautaire. Et quand on parle de réviseur communautaire, ce n'est nul autre que dans le projet Catalyst. Alors, il a été réviseur communautaire dans le projet Catalyst et également formateur sur des sujets de Web3 et blockchain. Il a également soulevé une préoccupation majeure concernant la gouvernance de Cardano, notamment le problème du pouvoir de vote basé sur la détention d'État. Selon lui, la plupart des membres africains
la plupart des membres africains ne possèdent pas suffisamment d'État pour avoir un poids significatif dans les prises de décision, ce qui limite bien naturellement la démocratisation de la gouvernance. Voilà. Et à sa suite, nous avons eu l'intervention de Monsieur Boaz, qui est le responsable de Goma-E. Alors, pour sa part, il a expliqué le rôle de la communauté de Goma dans l'écosystème de Cardano. Il a précisé qu'en tant que communauté, euh, les membres de Goma participent au vote sur les propositions concernant les modifications du protocole et la trésorerie, et qu'il a personnellement, en tant que, et qu'il a personnellement plutôt délégué ses EDA à des directs, comparant ces systèmes aux députés qui agissent au nom de leurs électeurs. Nous avons eu, en plus des deux précédents, l'intervention de Monsieur Honoré, qui est également de Goma, qui dit avoir découvert Cardano depuis 2021, comme Monsieur Olivier, lors du sommet de Goma, et et qu'il a travaillé également comme réviseur communautaire depuis 2023 et est membre de Goma Hub et team lead de Goma Young Startup. Il a rejoint les préoccupations d'Olivier sur l'exclusion créée par le système de vote basé sur la détention d'État. Donc, il a partagé le point de vue de Monsieur Olivier et suggérant également un système où un système du moins une personne, un vote, au lieu plutôt de se baser sur le système de détention d'État qui s'apparente, si on peut le dire, à un système capacitaire, voilà, qui n'est pas assez inclusif. Voilà. Nous avons également eu l'intervention de Monsieur John de Goma Hub également. Alors, pour sa part, il a souligné il est nouveau dans l'écosystème, car ce n'est que la semaine dernière, voilà, qu'il l'a découvert et qu'il fait partie des lauréats de la première formation organisée par Monsieur Boaz. Il s'est montré impressionné plutôt par la formation et disponible pour participer davantage au fur et à mesure de sa compréhension du fonctionnement. Nous espérons qu'il est avec nous ce soir. Est-ce que Monsieur John est là? Ah, il n'est Hmm, pas encore je là. pense qu'il n'est pas là. Espérons qu'avant la fin, il sera avec nous. D'autant plus que, il a été impressionné il s'est dit être disponible. Il faudrait aussi qu'il s'en soit pas que dans le verbe, hein. Monsieur Boaz, n'hésitez pas à le recontacter, ok? Alors, je poursuis le résumé, toujours dans le premier point, avec Monsieur Barthélemy du Burkina Faso, qui a participé au sommet Cardano depuis 2022 en collaboration avec Incuba Hub. Et il a identifié deux barrières principales pour l'Afrique, notamment la barrière linguistique, car les projets doivent être soumis en anglais, et ce qui n'est pas à l'avantage des Africains, euh, surtout francophones, qui doivent traduire leurs idées. Voilà. Il y a également la barrière économique. L'accès à l'EDA est plus difficile avec le franc CFA comparé au dollar américain. Alors, ainsi s'achève un peu le partage d'expérience des participants, du moins de ceux qui ont pris la parole, voilà, en ce qui concerne le premier point de la session de la semaine passée. Alors, on en vient au deuxième grand point qui est la problématique, des différentes problématiques identifiées. Voilà. Alors, la première problématique qui a été identifiée est bien évidemment la marginalisation de l'Afrique dans l'écosystème. Et pour ce faire, Madame Diasta a exprimé une préoccupation concernant cette marginalisation de la communauté africaine. Elle a noté qu'aucun projet africain n'a été retenu lors du dernier processus de financement et qu'un Cuba Hub n'a pas reçu de financement depuis le fonds 8. Et pourtant, nous sommes actuellement au fonds 14. Donc, ce qui veut dire que vraiment, il y a soit beaucoup de travail à faire de notre côté, soit il faut vraiment interpeller voilà, les décideurs à vraiment se pencher voilà, sur cette question-là pour que quand on parle d'inclusion vraiment, qu'on sente que tout l'écosystème vraiment est
est prise en compte, qu'on ne se retrouve pas avec des projets qui sont financés et après, bon, les gens soumettent des projets, ils sont pas. Je pense que cela participera même à décourager plus d'un. Voilà. Donc, c'est très important. C'est très important. Même s'il faut peut-être faire une discrimination positive au stade où on en est, si vraiment, ça c'est un commentaire que je suis en train de faire, hein, s'il veut vraiment travailler à une très grande expansion de la blockchain de Cardano, je pense que c'est quelque chose qu'il doit vraiment prendre en compte. Voilà. Parce que, comme vous le voyez, bon, c'est pas parce que les gens n'ont pas d'occupation, mais ils s'investissent parce qu'ils croient en la chose. Voilà, s'il faut s'investir et puis ne pas après voir la retombée, c'est bon, comme tout être humain, on peut rapidement être pris par le découragement. Donc, je pense qu'ils sont interpellés, voilà, pour cela. Alors, la deuxième problématique, c'est la concentration du pouvoir. Voilà, on parle de d'un système décentralisé, ce qui veut dire que dans les faits, on doit vraiment sentir cela. Mais s'il y a une concentration du pouvoir, ça pose un problème en fait. Et cela se ressent à travers les discussions qui se révèlent être à 40%, voilà, des EDA dans le monde qui sont détenus par les Japonais. Vous imaginez? Plus de 40% des EDA sont détenus par des Japonais. Donc, c'est normal que souvent, ils aient un très grand pouvoir de décision, en fait. C'est pour dire que si les Japonais décident de soutenir un projet, on ne voit pas comment est-ce que ce projet-là ne va pas passer. Et par ça, si par exemple la communauté francophone, on n'a pas, je vais dire, des liens directs avec les Japonais, ça veut dire qu'il n'y a pas une certaine relation qui nous lie avec eux, bon, c'est assez compliqué. Donc il doit vraiment également penser à voir comment est-ce que on peut, un temps soit peu, diminuer voilà, ce poids-là en fait. C'est très important, surtout en gardant en tête que qu'on veut toujours maintenir un système décentralisé. Alors, après les deux grands points, nous avons eu un troisième point qui est les défis du nouveau système de DIREP. Et Madame Diassa Nico, s'est exprimée. Oui, Nico, s'il vous plaît, oui. vous avez encore 2 minutes pour la synthèse. D'accord. J'ai presque fini, sans souci. Deux. Je pense que je serai dans le Super. temps. Je vais me garder de faire le commentaire et aller vite. Merci beaucoup pour le rappel. Alors, je disais que, il y a les défis du nouveau système de DIREP et Madame Diasta s'est exprimée sur la question euh, par rapport à la confusion concernant le nouveau système de délai des DIREP, notant qu'elle ne connaît qu'un seul de ses délégateurs personnellement, ce qui soulève des questions sur la représentativité effective. Voilà. Et pour finir, l'avant-dernier point était il s'agissait de donner des propositions et perspectives d'avenir. Et là, Madame Rita s'est exprimée sur la question en notant que malgré qu'elle soit nouvelle dans la communauté, voilà, elle a quelques suggestions à faire, dont la première était de créer une blockchain similaire à Cardano pour l'Afrique, donnant plus de pouvoir de décision aux Africains. Et la deuxième suggestion, était vraiment l'importance du développement personnel. Et je pense que Madame Diassa est revenue sur la question, qui n'est pas seulement se cantonner voilà, sur les aspects techniques. Si on pouvait également élargir voilà, nos sessions à donner, à aborder les questions de développement personnel dans la formation blockchain pour aider les participants à comprendre leur rôle et leur contribution. Et le dernier point, c'était l'intervention sur l'amélioration. Et un des participants a souligné l'importance de comprendre le type de démocratie que Cardano cherche à instaurer et la nécessité d'améliorer la représentation des projets en anglais. Et M. Olivier a proposé de publier des rapports et articles en anglais sur diverses plateformes pour faire entendre la voix de la communauté africaine au-delà des discussions internes. Et comme conclusion, Madame Laurentine a souligné que l'objectif n'est pas de rester éternellement des consommateurs, mais de devenir créateur de solutions. Elle a aussi annoncé qu'un ordre de jour sera proposé. Je pense que l'ordre de jour va être communiqué tout à l'heure et chacun a déjà eu le lien et a bien pu prendre connaissance du contenu. Voilà. Et que les participants, et à la fin, les participants ont été encouragés à inviter plutôt des experts blockchain pour enrichir les discussions futures et développer des solutions pratiques, des jeux applications, voire création d'une blockchain dédiée à l'Afrique.
Et voilà les points sur lesquels la réunion s'est achevée. Et je vous remercie. Et le rendez-vous a été donné aujourd'hui et je pense que nous sommes au rendez-vous d'aujourd'hui également pour essayer d'aborder encore d'autres aspects conformément à l'ordre du jour qui a été établi. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nico, pour ces partages et ces rappels sur ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous avons eu comme discussion le samedi passé. Voilà, nous allons passer directement à d'autres points. Mais pour rappel, pour celui qui a demandé de créer une blockchain similaire à Cardano pour l'Afrique, il y a des amis qui sont déjà en train d'écrire une blockchain et je pense qu'ils veulent passer directement aux côtés de la réputation de la communauté pour la participation un peu partout dans l'Afrique. C'est bon, je ne comptais pas révéler ça ici, mais c'est SafroChain qui est en cours de développement. Et ce sont des gens mûrs qui viennent de Cardano, bien sûr. Certains nous ont même montré les chemins de la blockchain et nous espérons que cela va nous aider également à faire quelque chose qui vient de nous. Bien que vous savez que la plupart des cas, la blockchain, bien qu'il puisse y avoir des types privés, c'est souvent public. C'est que cette blockchain-là ne va pas s'arrêter en Afrique, mais également ça va englober tous ceux-là qui veulent sur la philosophie africaine au niveau mondial. Voilà, bien. Euh, le point suivant ici, nous allons faire l'analyse des défis africains et surtout des défis qui soient prioritaires. L'objectif dans ces points est d'identifier collectivement les problèmes où la blockchain peut apporter une valeur ajoutée. Ce n'est pas souvent facile pour certains et d'autres nous disent souvent, est-ce qu'on peut utiliser vraiment ça dans la vie pratique? C'est ce que nous allons ici essayer de voir avec l'apport de chacun de nous, selon que nous allons avoir suffisamment de temps pour ça. Et si on ne termine pas aujourd'hui, nous avons d'autres semaines qui soient devant nous. Voilà les questions de réflexion que nous avons aujourd'hui pour chaque participant. Euh, Nous avons au moins à demander ici quels sont les trois principaux défis de votre pays, votre région, que la blockchain pourrait résoudre. Et également, on aimerait savoir euh, si vous avez des exemples concrets des problèmes vécus dans votre entourage, si vous pensez qu'il y a vraiment des problèmes dans votre communauté que la blockchain peut résoudre, c'est le moment de les donner. Nous allons passer à tour de rôle selon que euh, chacun pourrait avoir à contribuer ici ou là, selon les questions que je viens de poser ici. Je vais essayer de les mettre dans les chats, en fait que chacun puisse les voir de lui-même et voir s'il peut avoir une compréhension particulière, je veux dire. Mais en attendant, les thèmes à explorer sont particulièrement les services financiers, inclusion bancaire, la transparence électorale et la gouvernance, l'agriculture et la chaîne d'approvisionnement, ce que les anglophones appellent supply chain, et la santé, la traçabilité des médicaments, si pourquoi pas des minéraux, l'éducation et la certification, le foncier, la propriété et enfin l'entrepreneuriat. Après, nous allons voir si on peut passer à d'autres points si on aura suffisamment de temps. Mais en attendant, ce sont là les deux questions qui soient principales ou bien deux préoccupations qui peuvent bien sûr nous amener à avoir d'autres sous-questions. Mais si vous ne parvenez pas à comprendre ce qui est la demande, vous pouvez lever la main et essayer de demander des clarifications ou bien essayer d'apporter un petit commentaire. Pour rappel, les questions sont, quels sont les trois principaux défis des pays et de votre pays ou région que la blockchain pourrait résoudre? La deuxième question, avez-vous des exemples concrets des problèmes vécus dans votre entourage? Si vous en avez, c'est le moment de les donner. Merci. Et si vous voulez parler, vous pouvez lever la main et directement la parole vous sera accordée. Bienvenue à tous et à la discussion. En attendant que quelqu'un puisse demander la parole,
Il y a déjà Jonathan Bicose et la personne qui est cherchée ici. Bienvenue à Yves Cross. Je pensais que vous étiez ici depuis avant et c'est peut-être maintenant votre entrée. Jonathan, vous avez la parole. Oui, merci Boaz de m'avoir accordé la parole. Alors, par rapport aux questions que vous venez de soulever là, je crois par rapport à la situation dans laquelle nous traversons dans notre pays et plus particulièrement dans notre ville de Goma, je crois dans la question de la finance surtout, je peux dire que nous avons un grand problème ici chez nous. Par exemple, les banques sont fermées aujourd'hui, donc les banques ne fonctionnent pas. Alors, je crois que la blockchain peut intervenir dans cette question dans le cas où elle peut amener de faire circuler la monnaie à partir de la blockchain via les monnaies numériques. Ça peut résoudre de certains problèmes. Parce que quand on voit dans, même si les banques ne fonctionnent pas, mais les réseaux de communication tels que donc le mobile money, tels que Orange Money, vous, ou bien M-Pesa, ça a des difficultés parce que vous pouvez avoir de l'argent dans votre carte SIM, mais soit vous allez manquer là où retirer l'argent, vous voyez, tout ça, ce sont des problèmes. Ou bien si vous avez des dollars, il va falloir à ce qu'on vous impose les taux. Et puis là, on va vous donner à un taux qui est vraiment inférieur au taux qui est normal, se trouvant dans la ville. C'est ça les problèmes que j'ai évoqués par rapport à la finance dans notre ville de Goma. Merci beaucoup. Excusez, Jonathan, est-ce que dans quelques mots, vous pouvez donner la synthèse du problème, s'il vous plaît? Oui, je peux me résumer en ceci. Donc, le problème, c'est la circulation monétaire dans la ville de Goma. Et puis, le grand problème est que on peut avoir de l'argent sur son mobile money, mais vous n'aurez pas accès à ça à cause de l'insuffisance de l'argent dans notre ville comme ça. Et puis, à cause de la fermeture des banques, comme ça, si je peux le dire. Je ne sais pas si vous avez compris. Oui, je pense que là, c'est déjà bien clair. Merci beaucoup. Bien, s'il y a quelqu'un d'autre, il peut donner aussi son point de vue. On peut aller peut-être, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire ou je ne sais pas, Burkina Faso, ou rester en République démocratique du Congo, selon que chacun a ses idées. Pour rappel, les questions que nous avons pour le moment, nous voudrions savoir quels sont les trois principaux défis de votre pays région que la blockchain pourrait résoudre. Également, on aimerait savoir si vous avez des exemples concrets des problèmes vécus dans votre entourage. On vient d'écouter Jonathan Bicozé qui nous parlait euh, d'une circulation moins fluide du cash dans la communauté des Goma, ce qui cause les problèmes peut-être d'utilisation directe du fiat ou quelque chose de comme ça. Et peut-être qu'il pense qu'on pourra revenir pour demander ce qu'il pourrait proposer comme solution. C'est pas l'utilisation, bien sûr, de la blockchain, bien que l'on puisse également assister dans la crypto-monnaie, ce qu'on appelle la volatilité, ce qui n'est pas aussi un défi pas facile parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui refusent des paiements en crypto parce qu'on peut vous payer à 12 heures juste et à 12h05, ça a chuté et là, c'est la perte pour l'organisation. Peut-être c'est là on a donné des solutions telles que les stablecoins parce que quand vous payez en stablecoin, ça ne pourrait pas bouger. Là, je parlais par exemple des USDT, USDMI pour Cardano, JED et bien d'autres stablecoins. Laurentine, je ne sais pas si vous avez des commentaires ou quelques réponses à certaines de nos questions ici. Oui, oui, en fait, Ça.
Je pense que tu as souligné quelque chose de très important concernant la volatilité. Parce que c'est bien beau de proposer des solutions, dire qu'il faut qu'on adopte une crypto-monnaie, mais est-ce que les gens, les consommateurs seront prêts à subir? Et quand on en parle, je me souviens aussi d'un projet auquel je participe. La question que je me suis posée, c'était toujours cette question de volatilité. Un projet sur les tontines basées sur la blockchain. Donc, la question, c'est quelqu'un qui est habitué à faire sa tontine, par exemple, euh, en CFA, en francs CFA, et qui se retrouve à devoir la faire en EDA. Qu'est-ce qui, euh, En fait, qu'est-ce qu'on peut bien dire à cette personne pour que, après, on n'ait pas des soucis au cas où, voilà, il se trouve en train de débourser plus, peut-être que la tontine, c'est 10 000 francs par mois, tu te retrouves en train de débourser pour convertir, pour avoir les EDA débourser plus, alors que le mois précédent, ce n'était pas le cas. Donc, je pense que c'est bien beau de proposer ce genre de solution, mais il faut qu'on sache. Déjà, on peut comprendre que le CFA, c'est encore passable. Qu'en est-il des monnaies qui sont vraiment qui ne sont pas stables? Parce que le franc CFA, c'est une monnaie qui est assez stable comparée à d'autres monnaies. Mais qu'en est-il des autres monnaies? Maintenant, moi, ce que je voulais proposer, apporter en fait, je vais parler du Burkina Faso. Je ne sais pas si quelqu'un aura d'autres commentaires à faire plus tard. Mais je vais parler du Burkina Faso avec la situation de sécurité au Burkina Faso en ce moment. Voilà, on se retrouve parfois, récemment, on a attrapé une cargaison, si je ne me trompe pas, Nico pourra me corriger, des camions remplis d'armement, remplis d'armement de motos, de tricycles et tout. Et quand ces camions ont été saisis, des semaines se sont passées, personne n'est venu réclamer. On a compris que c'était quelque chose qui avait été destiné à des activités de terrorisme et dont le gouvernement a saisi et a distribué à ceux qui contribuent à l'effort de guerre. Maintenant, comment faire pour régler ce problème? Ce que le gouvernement fait, c'est qu'ils essayent, à travers les banques, de contrôler les entrées de fonds, les mouvements de fonds. Par exemple, euh, ici, il n'est plus possible de recevoir un certain montant. Sinon, il faudra justifier. Voilà. Tu ne peux pas recevoir plus de 2 millions de francs CFA, en tout cas pas un transfert normal. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du pays pour vraiment être sûr qu'on peut avoir, pas seulement au Burkina Faso, mais dans tous les pays du Sahel, par exemple. Donc, moi, proposerais peut-être, je ne sais pas comment, franchement, ça peut s'appliquer, comment la blockchain, de façon technique, peut s'appliquer. OK, je n'ai jamais fait de travailler dans le codage, je ne sais pas trop, mais je sais quand même qu'il y a des solutions du genre une surveillance en temps réel des transferts de fonds. Voilà, parce que je me dis qu'au niveau de la banque, juste limiter les fonds, quelqu'un peut se décider de trouver des moyens différents pour pouvoir faire entrer ces fonds-là. C'est comme les gens qui se retrouvent peut-être en Europe. Je connais quelqu'un qui était en Europe et qui s'est retrouvé avec de fortes sommes d'argent à travers le trading. Et généralement, c'est des sommes d'argent qui ne sont pas facilement on ne peut pas les injecter facilement dans le système. Ce sont des sommes, tu peux pas te retrouver avec une certaine somme d'argent. C'est parfois des activités illégales que certains pays ne reconnaissent pas. Et donc, quand quelqu'un se retrouve avec une forte somme d'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de dispatcher cet argent-là petit à petit, jusqu'à ce que voilà, tout l'argent soit évacué dans un autre pays. Et moi, je me dis qu'avec la blockchain de Cardano, par exemple, on peut trouver un moyen de surveillance en temps réel des transferts de fonds qui sont suspects, par exemple, en travaillant avec les banques. Et il y a également l'identification automatique des, voilà, des patterns de financement terroriste. Donc, on peut essayer de voir des moyens d'identifier à travers peut-être la blockchain. On pourra en discuter davantage. Il y a des gens qui s'y connaissent mieux pour voir de façon pratique comment est-ce que cela peut se faire. Donc, identifier automatiquement les différents traits, les ressemblances sur les financements terroristes. Comment est-ce qu'on peut soupçonner, reconnaître un financement terroriste, par exemple. Et quelqu'un m'a expliqué aussi que on a également attrapé un camion comme ça récemment qui a été saisi. Et lorsqu'on a ouvert le camion, au lieu de la marchandise, un camion qui est censé transporter de la marchandise,
on voit des humains qui ont été emballés comme de la marchandise. Voilà, ce sont des gens qui avaient été mis dans ce camion-là pour pénétrer la capitale, Ouagadougou, pour pouvoir, voilà, continuer les activités de terrorisme. Ils ont été interceptés et tout. Maintenant, avec tout ce genre de choses, ils ne peuvent pas travailler comme ça sans recevoir un financement consistant. Maintenant, comment est-ce que ce financement leur parvient? Et on a également saisi des sommes d'argent, des fortes sommes d'argent qui ont été saisies. Comment est-ce qu'on fait pour retracer peut-être les financements bancaires? Voilà. Et peut-être la création d'un registre partagé entre les différents pays du Sahel pour le suivi du flux, des flux financiers qui peuvent être illicites. Donc, comme je l'ai dit, c'est des idées que j'ai comme ça, mais je ne sais pas de façon pratique comment on peut mettre ça en place avec la blockchain, mais je sais que c'est possible. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui demande la parole jusqu'à ce point-là. Il y a Laurentine qui soulève la question de la transparence dans la finance, au même moment que ça soulève également la question de la traçabilité. Et quand il s'agit ce qui serait considéré comme une marchandise d'un point A à un point B, d'où ça vient, où ça va. On se demande à quel niveau la blockchain pourra résoudre ce genre de problèmes. Imaginez quelqu'un injecte directement des millions dans son compte bancaire. On ne sait pas d'où ça vient, où ça va, comment il a obtenu ça. Peut-être qu'on pouvait avoir des solutions au niveau continental ou bien, j'en sais pas, chacun dans son pays avec la blockchain. J'en sais pas, vous qui faites du code, vous qui avez déjà manipulé un peu Haskell, moi-même, ils faisant partie, mais il y a longtemps. Peut-être que j'ai déjà oublié. Olivier, j'en sais pas si on pourrait envisager une solution avec ce genre de problèmes, surtout sur les continents africains. Olivier, Oui, merci pour la vous êtes question. En encore fait, trop jeune dans la matière que moi. Est-ce que vous pouvez vous rappeler de oui, quelque chose? bon, je disais, oui, nous sommes encore nouveaux, nous sommes encore en train d'apprendre, mais ce que je sais, c'est que avec des smart contracts, ça peut être possible. Parce que le problème, c'est que d'abord, le gouvernement doit normalement être le premier agent par rapport à ça. Il suffirait seulement qu'on puisse peut-être essayer de centraliser, bon, de mettre un système décentralisé, bien sûr, qui sera connecté aux banques. Et je pense, juste actuellement, il est possible que quand vous fassiez une transaction, que les gens des banques puissent savoir ça. Alors, si on essaie de décentraliser ça, on essaie de mettre ça d'une façon, euh, donc on construit, supposons, une application, un site web où tout le monde peut aller vérifier. C'est comme le cas, par exemple, de République tchèque. Actuellement, ils ont un projet d'acheter chaque jour un Bitcoin. Alors, il y a un site, je pourrais peut-être partager ça après ici, où tout le monde peut aller, il peut voir, oui, ils ont acheté aujourd'hui du Bitcoin, demain ils ont acheté, en tout cas, tu vas, donc et ils ont voulu que quand ils vont acheter ça, parce que c'est pour le peuple, que toute la population puisse quand même savoir qu'il y a les entrées, les entrées, les entrées. Moi, alors, je vois, alors les gens qui ont construit une chose pareille, alors ils ne peuvent pas échouer dans mettre ce système-là qui va essayer de faire la traçabilité des finances ou des sources et des revenus des personnes. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup pour cette contribution. Je ne sais pas si d'autres ont quelque chose à dire. Il y a Nico. Moi, je vais donner ce que je croirais en tant que problème à mon niveau ici. Mais avant, je donne la parole à Nico. Ok, merci beaucoup pour la parole. En fait, je vais peut-être, ça va, je vais partager une expérience personnelle que j'ai vécue. Et en même temps, je pense que peut-être que la blockchain, elle est utilisée, on peut l'utiliser plutôt peut-être pour résoudre cela. Parce que récemment, je discutais avec un ami. Bon, disons qu'on a été promotionnaire, on a fait le secondaire ensemble jusqu'à avoir le bac. Il me disait comme ça qu'un temps, lui, il s'est assis et il s'est rendu compte que apparemment, il n'avait pas récupéré ses bulletins
de la terminale, c'est-à-dire juste après le bac, qui n'avait pas récupéré ses bulletins. Et il pensait qu'il avait récupéré, mais il a fouillé, fouillé, il n'a pas vu. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, ben attends, il dit, est-ce que moi également même j'ai récupéré? Donc, puisque je suis à Bobo, les parents sont pas, je suis pas dans la même ville que mes parents. Alors, donc, j'ai appelé le papa, parce que depuis ma sixième, hein, il gardait, parce que je n'étais pas encore majeur, c'est lui, il gardait tous mes bulletins. Voilà, c'est lui, il garde tout. Donc, je l'ai appelé comme ça, je lui ai demandé, est-ce que il a toujours mes bulletins de la sixième jusqu'en terminale? Il me dit, bon, qu'il faut qu'il rentre d'abord et il vérifie, et puis il va me revenir. Et en même temps, il m'appelle, il me dit que, en tout cas, là où il a l'habitude de ranger mes documents personnels, il a fouillé et il a vu tous les bulletins, sauf les deux derniers de la terminale. Il a le bulletin du premier trimestre de la terminale, mais le deuxième trimestre et le troisième trimestre, il n'a pas ça. J'ai également fouillé à mon niveau, rien. Je me suis dit, mais attends. Il dit d'accord, il dit, mais est-ce qu'il peut partir dans mon établissement et leur expliquer que, voilà, il vient pour chercher les bulletins de son enfant et que j'ai fait le bac depuis 2017 et je fais pas de la promotion 2017. S'il peut, voilà, lui peut-être donner les archives pour qu'il essaie de trouver le bulletin. Et quand il est parti, Ante m'a rappelé, il dit, bon, et si c'est pas que moi-même je vais revenir là-bas fouiller parce que le tas de documents qu'on a pris lui remettre là, lui peut pas s'asseoir, s'arrêter là-bas, fouiller tout ça et puis s'en sortir. Ça veut dire que celui qui était là, il a juste ouvert un armoire et puis prendre un tas de documents, remettre pour que la personne fouille et retrouve ce pourquoi elle est venue en fait. Il dit, bon, d'accord. Il dit, moi je lui ai dit que bon, pour que moi je vienne là-bas, ça va être un peu compliqué, mais on verra bien. Et Dieu merci, tout dernièrement, il y a le petit frère qui devait se rendre en famille. Et quand il est parti, je lui ai dit, bon, de repartir voir. Et quand lui il est parti, il m'a appelé, il dit qu'il lui l'a fouillé en vain, il n'a rien vu. Donc, vous voyez un peu, ça crée quand même un sérieux problème. Ça veut dire que, et je suis sûr que le problème, il n'est pas seulement au niveau de mon ancien établissement. C'est sûr que tous les établissements publics, et même privés d'ailleurs, n'ont pas un système fiable de pouvoir garder les archives. Vous voyez un peu. Et même si on suppose que, OK, il y a un établissement peut-être qui a numérisé ça, et même si c'est numérique, même si c'est centralisé dans des serveurs et autres, ça peut se perdre. Pourtant, quand on voit la blockchain, on sait que quand une donnée est enregistrée dans la blockchain, voilà, c'est enregistré, c'est enregistré. Il n'y a plus possibilité ni de modifier, ni que ces données-là soient altérées, peu importe le temps écoulé. Donc, je dis là parce que si, par exemple, il y avait cette solution-là qui était adoptée par mon établissement, c'est vrai que c'est depuis 2017 que j'ai fait mon bac, mais jusqu'en 2025, j'aurais pu encore rentrer en possession de mes bulletins. Donc, à l'heure actuelle, ils sont même pas capables, même un registre peut-être pour pouvoir les retrouver, me dit, OK, au deuxième trimestre, au troisième trimestre, voici les données qu'on a à notre niveau concernant voilà, vos résultats des différents trimestres. Donc, je pense que ça également, c'est un problème majeur que nos différents établissements, que ce soit le primaire, post-primaire, secondaire, même jusqu'au niveau supérieur, hein. Voilà, c'est un problème vraiment qui, à mon sens, peut être pris en charge par la blockchain s'il y a une solution concrète quand même est proposée et que les différents États arrivent à l'adopter. Et voilà. Parce que je l'ai vécu personnellement et jusque-là, je suis en train de voir et je me dis que c'est peine perdue, quoi, c'est fini. Si jamais peut-être je dois peut-être avoir une opportunité où on m'exige, par exemple, ces informations-là, ça va être très, 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 très compliqué. Bon, je ne sais pas si peut-être ils ont d'autres voies et moyens pour pouvoir les retrouver, mais franchement, ça va être compliqué. Donc, voici là un peu un problème concret auquel j'ai fait face, que je pense que la blockchain va quand même peut résoudre. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. L'Afrique, beaucoup de pays africains, comme un peu d'autres pays dans le monde, ont beaucoup de problèmes de traçabilité, d'identité et bien d'autres. Là, on parlait des documents quelque part. Et je pense que, heureusement, notre appel ici est enregistré. Nous aurons à revoir tout et voir si nous pouvons venir avec des propositions, des solutions dans la session prochaine. Il nous reste 10 minutes pour arriver au top du temps. Moi, personnellement, j'allais parler à peut-être, j'en sais pas, des trois problèmes
dans ma région, aussi pas dans toute l'Afrique et d'autres pays du monde. En particulier, bien que l'on puisse peut-être dire que c'est déjà résolu, mais moi je trouve que c'est sérieux. Les problèmes de l'éducation euh, aux nouvelles technologies, plus particulièrement la blockchain. À part l'éducation, bien sûr, on peut être éduqué, on peut être, bon, dans l'éducation, moi je vois la sensibilisation également dedans et mettre la connaissance à la portée des gens. C'est, bien sûr, c'est important, mais est-ce que tout le monde aura accès à cette éducation? Est-ce que cette éducation est donnée de la manière qu'il le faut? Parce que beaucoup de gens, quand ils parlent de la blockchain, c'est souvent indigeste. Les gens ne comprennent pas du tout de quoi est-ce qu'il s'agit vraiment. C'est que si l'éducation existe déjà, je pense que l'on devrait revoir comment cela est transmis et quelle matière qu'on est en train de donner aux gens. À part l'éducation, je vais parler de l'adoption. Bien que les gens soient éduqués, ils peuvent peut-être avoir un problème d'adoption. Est-ce qu'ils vont accepter vraiment la blockchain? Est-ce qu'ils vont accepter les technologies qui cadrent ou bien les cas d'utilisation qui cadrent avec la blockchain? Est-ce que la blockchain est applicable dans leur milieu? Parce que moi, je ne sais pas si vous utilisez un petit téléphone qui n'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui smartphone, donc les téléphones intelligents. Est-ce que c'est applicable avec la blockchain? Est-ce que ça va correspondre? Et dans mon village, est-ce que ma grand-mère, ou bien je ne sais pas qui que ce soit, dans des milliers qu'il est-ce que vraiment la blockchain peut fonctionner? Des choses comme ça, ce sont des questions également qu'il faut se poser dans le cadre de l'adoption. Quand on parle de l'adoption, je ne laisse souvent pas la question des entreprises. Est-ce que les entreprises peuvent accepter d'adopter la blockchain sans oublier les gouvernements? Les gouvernements, nos gouvernements au niveau national, est-ce qu'ils peuvent vraiment accepter que la blockchain puisse, parce que vous savez, beaucoup de gouvernements sont corrompus. Et là, quand vous faites intervenir la blockchain, ça veut dire que les données seront immuables, les données seront transparentes. On verra tous les mouvements possibles. Est-ce que les gouvernements peuvent vraiment adopter la blockchain? C'est un problème. C'est qu'il faut travailler également sur l'adoption. Bien que l'on puisse venir avec des solutions, qui vont utiliser ces solutions-là s'il n'y a pas d'adoption? Et enfin, il y a ce qu'on appelle la résilience, mais je pense que la résilience devrait venir après l'éducation et même l'adoption. Parce que la résilience, c'est veut euh, du genre s'adapter à une situation ou un changement quelconque, ou bien accepter un changement. C'est ça la résilience, être flexible, quoi. Alors, moi, pour moi, je trouve que ces trois éléments sont vraiment des grands problèmes dans notre région ici en République démocratique du Congo. Je trouve qu'il fallait revoir, repenser l'éducation, qu'il fallait travailler sur l'adoption qui peut venir bien sûr de l'éducation, il y aurait la sensibilisation, la mobilisation et la disponibilité de la matière d'une manière au moins efficace et efficiente, que les gens puissent comprendre vraiment de quoi est-ce qu'il s'agit. Parce que vous savez aussi, ce qui vient avec de l'anarchie derrière, les gens ont souvent des mauvais souvenirs, des choses comme ça. Ça ne marche pas souvent. Et enfin, la résilience. Et je vais donner la parole à Olivier. Je pense qu'il a quelques commentaires. Il sera bref parce qu'il ne nous reste que 6 minutes. Et enfin, nous allons passer au mot de conclusion avec Laurentien. Olivier. Oui, merci beaucoup. J'aimerais également peut-être intervenir par rapport à un problème spécifique chez nous et qui peut être résolu par la blockchain. Je ne sais pas si je suis autorisé maintenant. Allô, vous m'entendez? Pardon? Oui, allez-y, vous J'ai dit, dites. oui, j'ai dit, je voulais également parler d'un problème et une solution. Je ne sais pas Oui, si, allez-y, s'il vous plaît. oui, Allez-y. oui, oui. Et en fait, moi, j'ai pensé à un problème qui cadre au domaine de la santé. En fait, bon, je me souviens un jour, je vais avec mon petit frère à l'hôpital, on le soigne, on donne des résultats beaux. Et derrière les résultats, c'est comme si on a accédé à ça difficilement parce ils avaient des réseaux, quoi et quoi, c'est une maladie, on ne devait pas voir les résultats et qu'on sort. Alors moi, j'ai vu que la blockchain peut intervenir dans ce cadre. Bon, premièrement, peut-être
moi, je me dis si on peut mettre peut-être un système là qui peut vraiment intervenir dans le domaine de la santé, notamment bon, en permettant la sécurité. Vous voyez, souvent les dossiers médicaux contiennent des informations sensibles sur les patients. Et moi, je pense que la blockchain qui utilise des techniques cryptographiques, donc sécuriser des messages, des données par les, donc fournir des messages cryptés. Je pense que chaque entrée dans le registre peut être chiffrée et liée à la précédente. Donc, quand on donne peut-être, toi, tu es déjà enregistré sur cet hôpital et tu as tes informations là sur les blockchains. Et supposons qu'il y a une application où tu peux y accéder facilement, je pense que ça peut vraiment aider les patients à résoudre ces problèmes-là. Mais également, je peux parler de l'interopérabilité. Vous verrez, par exemple, bon, permettez de dire ce terme-là, puisque ce n'est pas interopérabilité entre blockchain, mais je disais entre différents, peut-être professionnels de la santé, disons. Je peux être soigné, peut-être Boaz connaît, je suis peut-être en RDC, et demain, je me rends peut-être au Cameroun, bon, disons par exemple en RDC d'une province à une autre. Et là, bon, je vais partir, peut-être je ne vais pas partir avec mes résultats, je suis malade. Si les données sont enregistrées sur la blockchain, directement, même les docteurs peuvent s'y référer et ils peuvent voir ce que les autres avaient fait pour continuer le même travail. Et je pense que ça peut également donner. Mais je pense également que ça peut également résoudre ces problèmes dans le cadre de la finance. Bon, supposons même les patients, quand ils finissent, ils peuvent même payer en des cryptos pour que ça puisse peut-être euh, permettre la traçabilité et l'audit financier des hôpitaux. C'était un peu ça, merci. Voilà, merci beaucoup pour votre contribution, Olivier Mwatsimoulamon, depuis Goma, en République démocratique du Congo. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui avait un commentaire ou une question, je ne sais pas. Mais je vous rappelle que nous allons revenir la semaine prochaine avec des réponses à certains des problèmes posés ici et pour voir comment cela pourrait être possible d'être adressé. Et surtout, n'oubliez pas qu'ici, vous pouvez contribuer à des idées et l'on peut faire des idées d'ensemble pour en faire des propositions qui pourront peut-être demander des financements. Comme vous-même, vous pouvez venir ici et obtenir des idées qui peuvent vous aider à faire vos propres propositions, parce qu'on est un peu genre décentralisé. Alors, je vais appeler Laurentine de Incuba Afrique de venir donner des mots de conclusion et le dernier commentaire dans 2 minutes et ça sera la fin de la session. Merci. D'accord, merci beaucoup, Boaz. Merci tout le monde pour vos brillantes contributions. Ça a été une session très enrichissante, malgré que on n'a pas eu beaucoup de temps pour en discuter. Mais comme Boaz l'a dit, la semaine prochaine, on va se retrouver une fois de plus pour continuer les discussions. Et comme il a aussi si bien dit, à travers nos discussions, nous allons trouver vraiment des solutions, des idées de projets. Par exemple, lorsque Nico parlait de ce problème d'identité, de diplôme, je pense que c'est un problème qui touche bon, l'Afrique tout entière. Et maintenant, je voulais juste souligner les solutions que nous apportons. Par exemple, est-ce que je pense qu'en proposant des solutions, il faudra qu'on essaye de voir si ces solutions-là ne sont pas, en fait, si avec le web tel qu'il est aujourd'hui, on n'est pas déjà peut-être en train de résoudre ce problème, OK? Ou alors et montrer clairement quel est l'apport, quelle est la nécessité de l'intervention de l'application de la blockchain pour qu'on puisse résoudre ce problème-là. Parce que sinon, si on n'est pas vraiment investi, on va juste faire des propositions et on va se trouver confronté à des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Voilà pourquoi on avait vraiment besoin d'experts. Donc, je lance l'appel une fois de plus. Si les gens connaissent des personnes francophones qui sont vraiment investies, des développeurs, malheureusement, les personnes qui sont intéressées, qui ont eu à prendre part à la formation et qui ont eu vraiment à avancer, ils ne sont pas trop disponibles pour venir, je ne sais pas pourquoi, mais la semaine prochaine, je vais essayer d'en convaincre un pour voir s'il peut venir, pour essayer d'apporter des solutions et tout. Parce que nous ne sommes pas là juste pour parler et partir, on est là pour
la possibilité d'implémenter ces solutions qu'on est en train de mentionner là aujourd'hui. Donc, merci beaucoup tout le monde et voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette conversation. Merci beaucoup à tous. C'était les mots de conclusion de Madame Laurentine depuis la Burkina Faso. On se voit les samedis de la semaine prochaine. Et si vous avez une proposition du format de nos appels, vous pouvez toujours nous les proposer parce que cet appel est pour nous et pour vous. Merci beaucoup et bon week-end. Merci. Merci.